BX1+. L'invité de Fabrice Grosfinet. Voilà, notre invité, c'est Ahmed Laouej. Bonjour, chef de groupe du Parti Socialiste à la Chambre, également président de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. On va commencer par les dossiers fédéraux, puisque c'est ça aussi l'actualité cette semaine. Ce sont les débats à la Chambre après la déclaration de politique fédérale d'Alexander De Croo. C'est un bon projet de budget pour 2022 et une bonne déclaration du Premier ministre ? C'est un bon budget dans le contexte difficile qu'on connaît. Je rappelle que nous avons dû, pour faire face à la crise Covid, injecter 24 milliards d'euros à partir du fédéral pour soutenir à la fois les travailleurs, les entreprises, toute une série de secteurs économiques, le secteur non marchand. Bref, on a dépensé beaucoup d'argent, ce qui a creusé évidemment le déficit, puisqu'on parle de 20 milliards de déficit. Et dans ce contexte difficile où il y a un recul des recettes fiscales, une augmentation des dépenses, amener des mesures positives pour soulager le budget des ménages, notamment face à la flambée des prix de l'énergie, je trouve que c'est un exercice dont on peut se réjouir. Il n'y a du reste pas que ça. Il y a aussi des enveloppes pour revaloriser les revenus moyens, comme par exemple la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale, son aménagement plus exactement. Oui, donc il y aura une sortie progressive. Un refinancement des soins de santé, un refinancement du rail, 1 milliard d'euros consacrés à l'investissement pour assurer la relance. Ça, c'est une vraie rupture avec les politiques d'austérité du passé, plus toute une série d'avancées dans le domaine du droit du travail. Donc tous ces éléments me font dire que oui, c'est un bon budget dans un contexte difficile. Oui, on sait que l'accouchement a quand même été un petit peu difficile, et que notamment entre socialistes et libéraux, dans la dernière ligne droite, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions. Loreton Koenig, dans un autre gouvernement, c'était du temps que Guy Verhofstadt parlait d'alliance contre nature entre libéraux et socialistes. C'est toujours... peut-être pas contre nature, mais toujours extrêmement tendu, conflictuel et parfois avec des visions antagonistes de ce que serait une bonne politique pour la Belgique. Mais que les libéraux ne soient pas des socialistes et que les socialistes ne soient pas des libéraux, je crois que c'est une donnée de base. Et ça veut dire que vous devez faire des concessions. Ça ne va pas changer. En même temps, pour pouvoir mener à bien la politique gouvernementale et tout d'abord pour pouvoir former un gouvernement, il fallait une coalition très large. Je rappelle que l'autre possibilité, c'est d'inclure les nationalistes séparatistes dont le rêve aujourd'hui est de se rattacher à la Hollande, aux Pays-Bas, je le rappelle quand même. C'est la NVA, dont vous parlez. Donc ça a été la seule option possible que pour donner une majorité au gouvernement. D'un autre côté, chacun défend ses positions et nous sommes intraitables sur nos valeurs de base. Ouais, on revient un instant sur l'énergie dont vous avez parlé. Il va y avoir un réel effort pour ceux qui bénéficient du tarif social, parce que ce tarif social est prolongé d'au moins 3 mois, qu'il va y avoir une ristourne de 80 € pour cela, mais pour cela seulement. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié les classes moyennes ? Et y compris des gens de classe moyenne, mais plutôt modestes, qui vont quand même avoir des difficultés à payer leurs factures d'électricité et de gaz. Alors je le disais, la donnée de base, c'est le contexte budgétaire extrêmement difficile. Quand vous avez un déficit budgétaire de 20 milliards d'euros, ça veut dire que vous n'avez pas de moyens qui peuvent être alloués, comme on a pu le faire au début des années 2000, où il y avait 4% de croissance, et on a pu, en effet, faire une grande réforme fiscale, par exemple, qui a bien profité aux classes moyennes. Ici, on manque de moyens, donc on a ciblé. C'est un choix qui est assumé. Et on a été vers les gens les plus fragilisés. On va toucher 900 000 personnes, donc 900 000 ménages vont être aidés et vont voir réduite leur facture d'énergie. Donc ça veut dire clairement parfois des gains qui peuvent attendre jusqu'à 800 € sur base annuelle, ce qui n'est quand même pas rien. D'un autre côté, on dégage quand même des moyens pour les classes moyennes. Vous avez parlé en effet d'une diminution des accises sur les factures d'énergie, de gaz, électricité. Ouais, mais il y aura aussi une enveloppe de 300 millions à partir d'une réforme de la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, entre le brut et le net, constituait pour les gens un manque à gagner. Et ça, c'est, je pense, aussi une bonne avancée. D'un autre côté, on ouvre des vrais droits sociaux, et ça, c'est pour tout le monde, en ce compris la classe moyenne, comme par exemple le droit à la formation de 5 jours, un droit individuel à la formation. Ça, c'est pour tous les travailleurs, tous les salariés. Pour tous les salariés, c'est une extension. Les employeurs ne pourront pas s'y opposer. Non, parce que c'est un droit social. C'est un nouveau droit qui ne dépendra plus du patronat, comme c'était le cas par le passé. Donc ça, c'est un vrai droit social, et ça c'est pour tout le monde, en ce compris la classe moyenne. Ouais. Est-ce qu'on a essayé de toucher, par exemple, pour les métiers en pénurie, aux allocations de chômage, d'avoir des incitants, voire des contraintes dans ce dossier ? Alors c'est une autre avancée qui est très importante également, donc il faut saluer ici le travail de Pierre-Yves Dermagne. En effet, on va permettre à un certain nombre de travailleurs pour les métiers en pénurie de cumuler une allocation de chômage et le revenu du travail. Est-ce qu'on a tenté, est-ce qu'un des partenaires de la coalition a tenté à un moment de supprimer l'allocation de chômage à ceux qui refusaient une formation ou d'entrer dans un métier en pénurie. Ce débat-là a eu lieu ou pas ? Il y a eu des déclarations en ce sens, en effet. Mais est-ce que c'est
monter dans à la table du gouvernement? Ils ont déposé sur la table du gouvernement. Parce que quand un président de parti s'exprime, de fait, ça doit suivre. Et donc, il y a des relais, comme les vice-premiers ministres de ces familles libérales, en particulier, puisque c'est d'elles dont on parle, qui ont déposé une proposition sur la table. Il va de soi que le Parti socialiste l'a balayé d'un revers de la main. Ouais, sur le travail de nuit et le travail du dimanche, là, il semble qu'il y ait une ouverture. Elle n'est pas tout à fait favorable aux travailleurs. On réinstaure la concertation sociale comme méthode de base. Donc ça veut ce dire sont que les syndicats et les patronats qui vont gérer? Tout ce qui touche au marché du travail, vous évoquez le travail de nuit, on pourrait parler aussi de l'aménagement de la semaine de travail, tout ça est renvoyé aux partenaires sociaux et il faut que les partenaires sociaux puissent s'entendre. Donc là, il faut que ce soit les syndicats et le patronat qui se mettent d'accord. C'est le retour de la démocratie sociale et je m'en réjouis. Il est assez à gauche ce budget 2022? Mais il faut être lucide. Il faut cette question parce que c'est la critique du PTB, Parti travail du Belgique. Et hier à la Chambre, il y a eu quelques anicroches entre vous et Raoul Edebo. Oui, j'ai demandé au PTB de nous présenter leur bilan depuis qu'ils existent. Je ne vois strictement rien. Même le fonds blouse blanche, ils n'ont pas été capables de le ficeler. Il a fallu feu Marc Goblet que pour pouvoir le remettre sur les rails et obtenir, grâce à lui, l'adhésion d'une majorité au Parlement. Donc leur bilan, c'est zéro, c'est nada. Mais ils viennent malgré tout fanfaronner. Non, moi je vois qu'on a réinjecté depuis le début de la législature 1 milliard d'euros pour augmenter les allocations sociales les plus basses, qu'on a refinancé pour plus d'1 milliard d'euros également immédiatement le secteur très particulier du personnel hospitalier avec le fonds blouse blanche, mais également avec 600 millions d'euros pour un accord social à destination du secteur des soins de santé. Je vois également qu'on a refinancé très largement les soins de santé, qu'on réinvestit dans le rail, qu'on a dégagé plus de 5 milliards d'euros de plan d'investissement avec l'Europe, qu'on rajoute 1 milliard d'euros avec les moyens de la Belgique. Donc vraiment, je pense qu'on a ici une vraie rupture avec le passé. La marque socialiste est très forte. Et puis surtout, et je dirais l'essentiel, c'est la pension minimum à 1 500 euros quand on a une carrière complète, certes, mais qui est programmée d'ici 2024. Ça, c'est un grand acquis socialiste. Ouais, il y a une grande concurrence et ça va être maintenant une sorte de lutte à mort entre le PTB et le PS sur qui est le plus à gauche ou la gauche la plus utile? Moi, je crois que nous ne sommes pas en concurrence parce qu'il y a des gens qui montent sur le ring, qui acceptent de prendre leurs responsabilités, et puis d'autres qui se comportent comme un groupe de pression. Donc, c'est quoi leur objectif? C'est d'avoir une majorité absolue pour faire la révolution. Il faudrait qu'ils nous expliquent si un jour ils ont la majorité absolue, s'ils rendent le pouvoir ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Je vois qu'il y a des contestations au sein de la FGTB qui doutent du caractère démocratique du PTB. On se souviendra de l'interview donnée par un grand leader de la FGTB wallonne. Et d'un autre côté, je répète, il y a plus que des ambiguïtés, il y a une forme de couardise vis-à-vis de la question des droits humains. On voit bien qu'ils refusent par exemple de condamner des camps de travail, du travail forcé, de la stérilisation des femmes pour la minorité ouïghour. Imaginez le PTB et le PS un jour dans une seule et même majorité, quel que soit le niveau de pouvoir, c'est pas possible. Mais parce que ça n'intéresse pas le PTB, ne soyons pas dupes, ça ne les intéresse pas. Donc pour moi, et je le répète ici, voter pour le PTB, c'est un vote qui ne sert à rien, c'est un vote stérile. Je l'ai dit avant les élections, je ne change pas d'avis. Au contraire, ça renforce la droite. Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes, Ahmed Laouaji. Je voudrais qu'on quitte la casquette de chef de groupe à la Chambre et qu'on prenne votre autre casquette, qui est celle de président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Donc un petit peu le parrain de la majorité bruxelloise, côté PS. Quand on réduit les budgets 10% à reporter sur les dépenses en matière de mobilité et de logement, est-ce qu'on est dans les clous de l'accord de majorité bruxelloise ou est-ce que les économies commencent à faire mal? Les objectifs en matière de logement ne changent pas, de la même manière qu'ils ne changent pas en matière de mobilité. Simplement, il est constaté que la mise en œuvre de certains investissements prend parfois du retard et que donc les programmer de manière trop anticipée dans un budget n'a pas de sens au moment où on fait le budget. Mais il y a une clause de rendez-vous, autrement dit au mois d'avril, au mois de mai, où on devra voir où en sont les investissements. Et si nécessaire, le budget sera réajusté à la hausse pour rendre possible ces investissements. Mais je suis bien placé. Ça veut dire que le budget qu'on va adopter dans les prochaines semaines au Parlement bruxellois, il faudra l'évaluer dans quelques mois. Comme dans tous les budgets, il y a toujours un ajustement budgétaire parce qu'au fond, un budget, ça n'est jamais qu'une prévision des dépenses et des recettes. Donc vous ne savez pas avoir toutes les informations au moment où vous le faites, mais vous pouvez tabler uniquement sur ce qu'on appelle les inéluctables. Or, quand il s'agit de programmes d'investissement, bien, il y a un déploiement, il y a une séquence dans le temps. C'est quand même un programme un peu d'économie qu'on est en train de mettre en place à la région bruxelloise parce qu'il y a la réalité du Covid qui est passée par là. Les objectifs demeurent parce que, par exemple, pour prendre le plan de logement de Nawel Benamou, il a fait l'objet d'un accord politique. Ça veut
veut dire que tout le monde s'est engagé, il faut trouver le financement, tout le monde en est bien conscient. La question de savoir si les investissements peuvent se réaliser en 2021, en 2022 ou en 2023, c'est une autre question. Et le budget épouse cette dynamique d'investissement qui obéit à des procédures qui ne dépendent pas d'ailleurs toujours du politique. Est-ce qu'on va interdire l'abattage des animaux sans étourdissement en région bruxelloise? Mais je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas d'accord dans le... Non, il n'y a pas d'accord, mais Bernard Clairfailly dépose le point au gouvernement aujourd'hui. Voilà, mais bon, il appartient à Bernard Clairfailly de dire ce qu'il va déposer. C'est de sa responsabilité à lui, mais je rappelle qu'il n'y a pas d'accord de majorité sur ce sujet, pour différentes raisons. Sujet d'ailleurs compliqué, puisque j'y vois quand même une certaine forme d'hypocrisie. C'est comme s'il n'y avait de problème qu'avec l'abattage rituel, comme si le problème n'était pas beaucoup plus large, et comme si finalement aussi certains ne s'exonéraient pas pour avoir une bonne conscience en ciblant un certain nombre de personnes du fait de leur culte. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dérangeant. Je rappelle aussi qu'il y a des sujets dont on ne parle jamais. Je pense à la chasse, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce dossier, mais je rappelle, il n'y a pas d'accord de majorité dans ce dossier. Il n'y a pas d'accord de majorité. Si le sujet n'est pas tranché au gouvernement, mais qu'il arrive au Parlement, est-ce qu'il y aura une consigne claire de vote pour les députés PS ou ce sera chacun votera en son âme et conscience? Je le répète, il n'y a pas d'accord de majorité, ce qui veut dire effectivement que dans les gens qui ont négocié l'accord de gouvernement, il n'y a pas d'option qui a été prise. Pour le reste, je le répète, il y a dans ce dossier... Ça risque d'arriver au Parlement. Il suffit qu'un député dépose une proposition. Les gens qui veulent prendre des initiatives prendront des initiatives et alors on se déterminera en fonction. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de position du PS. Je répète, il y a beaucoup d'hypocrisie en ce sujet et j'observe aussi qu'il y a un recours du consistoire israélite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire que même juridiquement, le dossier n'est pas stabilisé. Est-ce que vous estimez que Bernard Clairfailly a fait un peu de provocation sur ce dossier? Vous lui posez la question. Et est-ce que cette majorité bruxelloise, elle est encore solide aujourd'hui? Vous posez la question à Bernard Clairfailly. Sur mes deux questions. Sur vos deux questions. Merci beaucoup, Ahmed Laouej, chef de groupe PS à la Chambre et président de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. Une petite page de pub et ce sera l'heure du journal avec Jim Moscovix.